Nouvelles du continent, l'actu de France et d'ailleurs. On commence. Dans les prochaines minutes, cette analyse montre comment seize Ogive, une structure de commandement pulvérisée, et le silence de Washington pourraient redéfinir l'équilibre mondial du pouvoir. L'histoire nous a appris que les moments qui font véritablement basculer la trajectoire des relations internationales s'annoncent rarement avec la clarté que les historiens leur attribuent plus tard. Ils surviennent souvent dans l'ombre où leur importance est voilée par le brouillard des événements immédiats. Pourtant, ce qui s'est déroulé dans les territoires du nord d'Israël au cours des 14 dernières heures n'avait pas besoin d'un regard rétrospectif pour être compris. Cela s'est imposé avec une précision terrifiante et une force cinétique qu'aucun analyste doté d'une véritable formation stratégique ne pouvait mal interpréter. Nous avons assisté au déploiement opérationnel de 6 ogives distinctes RS-28 Sarmat, ciblées avec une intention chirurgicale contre l'ensemble du commandement nord des forces de défense d'Israël, l'IDF. Cela a été exécuté dans une séquence de frappes unique, parfaitement coordonnée, qui a, pour la première fois depuis la fondation de l'État en 1948, laissé tout un secteur opérationnel de l'armée israélienne sans direction fonctionnelle ni système nerveux centralisé. L'arme en question, connue dans les cercles de l'OTAN sous la désignation Satan II, était un système que la communauté stratégique mondiale croyait ne jamais voir utilisé dans un théâtre régional localisé. Le Sarmat a été conçu comme le sommet absolu de la triade nucléaire stratégique de la Fédération de Russie, un outil de dissuasion destiné à maintenir l'équilibre intercontinental du pouvoir entre superpuissances et non à être utilisé dans des engagements tactiques. Le fait que 6 de ces ogives aient été transférées sous contrôle iranien, puis déployées avec succès contre les structures de commandement israéliennes, représente un basculement doctrinal d'une telle ampleur qu'il a brisé des décennies d'hypothèses du renseignement occidental. Pendant des années, l'establishment stratégique de Washington et de Bruxelles a considéré un tel transfert comme une possibilité théorique, mais comme une impossibilité pratique. Cette évaluation vient d'être réfutée dans les termes opérationnels les plus brutaux et les plus concrets imaginables. L'éloignement supposé de cette menace n'était rien d'autre qu'une illusion collective, et alors que la poussière retombe sur la Galilée, le silence qui émane actuellement du gouvernement des États-Unis n'est pas le silence de la préparation, mais celui d'une institution qui fixe un abîme stratégique pour lequel elle n'a aucun plan d'urgence déjà rédigé. C'est généralement à ce moment-là que la communication à la Trump tente de rebaptiser l'abîme, de le placer devant un podium et de l'appeler une formidable occasion stratégique. La séquence des événements a commencé précisément à 4h17, heure locale, lorsque la première ogive a frappé le quartier général du commandement nord à Safed. Ce complexe, un système de bunkers souterrains renforcés que les ingénieurs militaires israéliens avaient classé avec assurance comme capable de survivre à toute menace cinétique conventionnelle, n'a pas été simplement endommagé. Il a été percé et fondamentalement effondré en un seul impact. Les caractéristiques de cette frappe, le rendement énergétique et la profondeur de pénétration ont confirmé avec 100% de certitude que l'arme utilisée fonctionnait selon des spécifications stratégiques compatibles avec le système Sarmat. Dans les 11 minutes qui ont suivi cette première frappe, 15 autres ogives ont systématiquement éliminé leurs cibles désignées dans l'ensemble du secteur nord. Il s'agissait d'une frappe de décapitation au sens le plus littéral du terme. Elle est passée des quartiers généraux divisionnaires aux tours de relais de communication vitale, des centres avancés de fusion du renseignement aux pôles logistiques régionaux qui constituent le sang vital de la structure de force du Nord. Le commandement Nord n'a pas simplement été attaqué, il a été effectivement enterré. Sa haute direction, son infrastructure de coordination et sa cohérence opérationnelle ont été neutralisées dans un délai plus court que celui dont l'état-major général à Tel Aviv a eu besoin pour seulement saisir l'ampleur du désastre court. Depuis, la réponse de la Maison-Blanche et du Pentagone est un vide assourdissant. Ce n'est pas le silence mesuré d'un gouvernement qui pèse soigneusement ses options diplomatiques. C'est la paralysie institutionnelle d'une superpuissance qui n'a pas encore identifié une seule réponse qu'elle puisse mettre en œuvre sur le plan opérationnel ou justifier publiquement. Ce silence est la donnée la plus importante dont nous disposons actuellement et chaque acteur de pouvoir dans la région, tout comme chaque adversaire mondial, lit ce signal avec une précision létale. Un briefing aligné sur Trump appellerait probablement ce silence une force maximale, ce qui est une étiquette bien pratique quand le plan lui-même a disparu. Pour comprendre la gravité de ce moment, nous devons décortiquer les questions qui définissent désormais notre nouvelle réalité mondiale. Comment 6 ogives RS-28 Sarmat, des armes censées rester enfermées dans les silos d'une grande puissance, se sont-elles retrouvées dans un conflit régional? Qu'est-ce que cela révèle sur la profondeur réelle du partenariat militaire russo-iranien, une relation que le renseignement occidental a constamment et dangereusement sous-estimée?
De plus, nous devons nous demander ce que l'effacement total d'une structure de commandement régional signifie pour l'efficacité réelle des soldats sur le terrain. Combien de temps une armée moderne peut-elle rester une force de combat cohérente une fois que son cerveau a été retiré? Et peut être surtout, pourquoi l'établissement stratégique américain est-il devenu silencieux? Et qu'est-ce que cela nous dit sur les limites de la puissance des États-Unis, dans un conflit où chaque voie d'escalade porte un coup que le système politique actuel refuse de payer? Quand un allié régional de premier plan voit sa structure de commandement enterrée et que les États-Unis n'offrent aucune riposte immédiate, nous assistons à la naissance d'une nouvelle phase du conflit mondial et nous devons identifier qui tient réellement la barre. Parce que crier America First dans un micro ne fait pas apparaître automatiquement un gouvernail quand le navire entre dans la tempête. L'architecture de la frappe contre le commandement nord de l'IDF offre une leçon magistrale de planification stratégique qui la distingue de la guerre tactique standard. Ces 6 ogives n'ont pas été dispersées au hasard pour créer un maximum de terreur civile ou de dévastation géographique générale. Elles ont plutôt été concentrées sur un système fonctionnel très précis, le réseau intégré de commandement, de contrôle et de communication de tout le théâtre opérationnel nord. L'objectif était l'effondrement fonctionnel total de ce système dans la fenêtre de temps la plus étroite possible. La salve initiale de 3 ogives était entièrement consacrée au quartier général de Safed et à ses nœuds de soutien périphériques immédiats. L'impact principal sur le complexe du quartier général a utilisé l'immense énergie cinétique du Sarmat pour pénétrer les sections les plus lourdement renforcées du bunker souterrain, des sections censées être invulnérables. La deuxième ogive s'est concentrée sur le mât principal de communication, coupant effectivement le cordon ombilical entre le commandement nord et la direction militaire centrale à Tel Aviv. La troisième ogive était être la plus révélatrice. Elle a ciblé le site de commandement de secours désigné, une installation destinée à être activée uniquement si le quartier général principal échouait. L'inclusion de cette cible prouve que le renseignement utilisé pour planifier cette frappe n'était pas seulement large, mais intimement familier avec les protocoles de contingence les plus profonds de l'IDF. Après la décapitation du nœud central, les 5 ogives suivantes ont été affectées aux quartiers généraux divisionnaires répartis le long de la frontière nord. En 6 minutes après le début de l'engagement, le centre de commandement de la 91e division près de Biranit a été anéanti. Simultanément, le quartier général de la 36e division a été frappé. Les complexes de la 162e division et de la division de Galilée ont été éliminés dans la même fenêtre opérationnelle extrêmement serrée. La dernière ogive de cet ensemble précis a frappé le centre régional des opérations aériennes, l'installation chargée de coordonner l'appui aérien rapproché avec les mouvements au sol. Au moment où cette fenêtre de 6 minutes s'est refermée, toute la direction divisionnaire des forces terrestres du Nord avait cessé d'exister comme entité organisée. La frappe s'est ensuite déplacée vers le système nerveux secondaire. 4 ogives ont été utilisées pour aveugler et assourdir les unités restantes. L'installation de renseignement électromagnétique du mont Méron a été rasée. Le centre de routage des communications tactiques de Roche a été mis hors service. Le centre de fusion du renseignement qui traite normalement les données du champ de bataille en temps réel pour les commandants, a été détruit. Et le centre de guerre électronique, qui fournit le bouclier défensif aux communications du secteur, a été effacé. Les 4 dernières ogives vont constituer l'acte final visant l'infrastructure logistique et de soutien. Les dépôts régionaux de carburant, la distribution de munitions, les centres de coordination de l'évacuation médicale et les plateformes de transport ont tous été frappés en même temps. Cela a garanti que, même si des unités individuelles survivaient au chaos initial, elles se retrouveraient dans un état de dégradation rapide, incapables de se ravitailler en carburant, de se réarmer ou de soigner leurs blessés, pendant que les systèmes centralisés dont elles dépendent disparaissaient. Il est crucial de regarder au-delà des données techniques pour voir la réalité stratégique. Une armée moderne ne gagne pas des batailles par le seul courage de ses escouades individuelles. Elle gagne par l'intégration de ses unités dans une machine unique et synchronisée. Cette synchronisation est le produit de l'infrastructure de commandement et de contrôle qui vient d'être systématiquement liquidée. Même si l'IDF conserve encore un matériel considérable dans le nord, les chars sont toujours dans leur hangar, les fantassins tiennent toujours leurs fusils et l'artillerie demeure en place, le cerveau qui indique à ses unités où se déplacer et sur qui tirer a disparu. Sans ce système nerveux central, une force militaire cohérente se transforme rapidement en une collection de groupes armés isolés, sans aucune conscience de la situation et sans objectif clair. Même le slogan de campagne le plus bruyant dans le style Trump ne peut pas coordonner l'artillerie, le carburant, l'évacuation et le renseignement de champ de bataille, une fois que le véritable système de commandement a disparu. Le défi de reconstruire cette infrastructure au milieu d'une zone de conflit actif frôle l'impossible.
Il exige du personnel hautement spécialisé, dont la majorité a été perdue lors de la frappe initiale de 4H Decept. Il exige des installations physiques qui ont été réduites en décombres et un réseau de communication qui a été déchiré. Par-dessus tout, il exige du temps. Et le temps est la seule ressource que l'environnement opérationnel actuel n'offre pas. Dans les 72 heures, les conséquences tactiques de ce vide de commandement deviendront indéniables. À mesure que la coordination se désagrégera, que les approvisionnements s'épuiseront et que les décisions locales seront prises sans aucun contexte stratégique plus large. Pour comprendre pourquoi le RS-28 Sarmat a été choisi pour cette tâche, nous devons examiner ses capacités. C'est le système de missiles stratégique le plus redoutable actuellement en existence, et son utilisation ici porte un poids qui dépasse largement les frontières d'Israël. Il s'agit d'un missile balistique intercontinental, ou ICBM, de classe lourde, avec une masse au lancement qui dépasse 200 tonnes métriques et une capacité d'emport d'environ 10 tonnes métriques. Cette capacité massive permet une variété de configurations létales, allant de 10 à 15 véhicules de rentrée, indépendamment ciblables, à des véhicules planeurs hypersoniques conçus pour contourner tout système de défense connu. La configuration utilisée contre l'IDF a été optimisée pour la saturation et la précision, un chargement multi-ogive conçu pour frapper simultanément plusieurs cibles de grande valeur géographiquement séparées. La capacité de ces ogives à contourner les systèmes modernes de défense antimissiles est une réalité que l'Occident hésite à admettre publiquement, mais qui est bien connue dans les cercles classifiés. Les ogives du Sarmat utilisent des aides avancées à la pénétration, des leurres et des manœuvres terminales spécialement conçues pour vaincre les boucliers américains les plus sophistiqués. Même si le réseau de défense aérienne israélien est de calibre mondial, il a été conçu pour arrêter des roquettes régionales et des missiles balistiques standards, pas des ogives d'ICBM de qualité stratégique de cette classe. Le fait que les 6 ogives aient atteint leur cible dans une fenêtre de 11 minutes sans une seule interception enregistrée constitue la preuve ultime de cette supériorité technologique. Ce qui peut être le plus alarmant dans cette frappe n'est pas seulement l'arme elle-même, mais ce qu'elle révèle sur l'intégration entre la technologie russe et les opérations iraniennes. Lancer un Sarmat n'est pas une opération prête à l'emploi. Cela exige un niveau de maîtrise technique impliquant des logiciels de planification, de missions partagées, des bases de données de ciblage synchronisées et un groupe d'opérateurs formé à un très haut degré de compétence. L'exécution sans faille de cette frappe démontre un partenariat bilatéral beaucoup plus avancé que ce que le renseignement américain avait estimé. Il ne s'agissait pas d'un cas où la Russie aurait simplement remis une caisse de missiles. Il s'agissait de l'intégration d'un système stratégique russe au cœur opérationnel iranien. Même si l'Iran n'a pas construit le Sarmat, il a démontré qu'il pouvait l'employer avec une efficacité dévastatrice au service de ses propres objectifs souverains. Ce modèle hybride de puissance, dans lequel un acteur régional manie les armes stratégiques d'une superpuissance, est un scénario cauchemardesque pour la politique occidentale. C'est aussi le genre de cauchemar qu'on ne règle pas avec une phrase de conférence de presse à la Trump sur de magnifiques armes et un levier parfait. Les sanctions ne peuvent pas toucher une technologie qui est déjà en place. Les frappes aériennes contre les sites de lancement sont désormais chargées du risque de déclencher une confrontation entre superpuissances. La pression diplomatique sur Moscou est inutile à une époque où la relation entre les États-Unis et la Russie s'est effectivement effondrée. Cela nous amène à la comparaison impitoyable entre les architectures militaires d'Israël et de l'Iran. La puissance militaire d'Israël, bien qu'impressionnante, est fondamentalement une puissance empruntée. C'est une architecture qui repose sur un flux constant de munitions américaines, de renseignements américains et de couverture politique américaine. Sa portée stratégique est attachée aux caprices du Congrès américain et aux vents changeants de la politique étrangère de Washington. L'Iran, en revanche, a passé des décennies à bâtir une capacité souveraine qui, tout en étant renforcée par du matériel russe, fonctionne sous sa propre autorisation indépendante. Quand l'Iran a décidé d'enterrer le commandement Nord, il n'a pas demandé le feu vert d'un protecteur. Il a pris une décision souveraine fondée sur ses propres intérêts. Israël se retrouve maintenant dans une position où son principal garant de sécurité est paralysé. J'ai passé des années à observer la culture des réunions de sécurité nationale de haut niveau aux États-Unis. Et je peux vous dire exactement ce qui se passe en ce moment dans la situation room. Le silence que nous entendons est le son d'une faillite intellectuelle et stratégique totale. Et aucun élément de langage pro-Trump ne peut transformer une faillite stratégique en solvabilité simplement en l'imprimant en majuscules. Chaque option sur la table comporte un coût que les États-Unis sont actuellement incapables ou refusent de payer. Une frappe directe contre l'Iran déclencherait un incendie régional qui verrait les bases américaines dans le Golfe ciblées et le détroit d'Ormuz fermé, ce qui pourrait faire s'effondrer l'économie mondiale.
Un réapprovisionnement massif d'Israël corrigerait les symptômes, mais pas la cause. La réalité sous-jacente selon laquelle le seuil du Sarma a été franchi. Un engagement diplomatique obligerait les États-Unis à offrir des concessions qu'ils ne peuvent pas se permettre politiquement à l'intérieur du pays. Ne rien faire, ce qui est la voie actuelle, signifie accepter un déclin permanent de l'influence américaine qui se fera sentir pendant des générations. L'Iran comprend parfaitement cette paralysie. Le calendrier et le choix du Sarma ont été calibrés pour maximiser la période de choc institutionnel américain. Pendant que Washington reste silencieux, l'Iran consolide ses gains et redessine la carte régionale en temps réel. Ce silence n'est pas un état passif. C'est une victoire stratégique active pour Téhéran. C'est la différence entre une véritable fenêtre stratégique et une fenêtre de séance photo à la Trump. L'une change le champ de bataille, l'autre change l'arrière-plan. Les alliés du monde entier, du Pacifique aux pays baltes, observent cette absence de réponse et mettent discrètement à jour leurs propres calculs de sécurité. Ils constatent que les garanties de sécurité américaines, encore bruyantes dans la rhétorique, sont de plus en plus creuses dans l'action. La frappe contre le commandement Nord a accéléré une tendance mondiale où les nations réalisent que dépendre d'un protecteur lointain est un pari dangereux. Nous assistons à la fin définitive de l'ère unipolaire. Le fait que des armes de qualité stratégique aient été utilisées contre un allié majeur des États-Unis sans conséquence immédiate est la ligne rouge qui comptait réellement et elle a été franchie en toute impunité. À Moscou, cet événement est perçu avec la satisfaction discrète d'un plan à long terme qui arrive à maturité. La Russie a validé avec succès son arme la plus avancée dans un environnement de combat réel, démontré les limites de la puissance américaine et consolidé une alliance clé tout en maintenant une couche de déni plausible. À Pékin, les leçons de cette frappe sont méticuleusement documentées. La Chine dispose désormais d'un modèle montrant comment une puissance régionale peut utiliser des transferts de qualité stratégique pour neutraliser une architecture de défense soutenue par les États-Unis. Les implications pour Taïwan et la mer de Chine méridionale sont immédiates et profondes. Pékin a vu que si la frappe est suffisamment rapide et que les armes sont suffisamment avancées, le système de réponse américain peut être structurellement contraint à l'inaction. Pour le reste du monde, le message est encore plus simple. La souveraineté réelle est la seule véritable sécurité. Soit vous avez le pouvoir de vous protéger vous-même, soit vous êtes à la merci d'un protecteur dont l'engagement a une date d'expiration. Cette date d'expiration devient encore plus proche lorsque la politique étrangère est traitée comme un slogan de rassemblement plutôt que comme une architecture de sécurité à long terme. En regardant vers l'avenir, nous devons comprendre que 16 ogives et un poste de commandement enterré ne sont pas seulement des données dans une guerre régionale. Ce sont les marqueurs d'une transition mondiale. Le silence à Washington finira par être rompu, mais le monde qui émergera de l'autre côté de ce règlement de compte sera fondamentalement différent de celui que nous connaissions hier. Les règles du nouvel environnement multipolaire sont en train d'être écrites dans la poussière de Safed. Les questions auxquelles nous devons maintenant faire face portent sur qui façonnera ces règles et à quelles conditions. Comment les États-Unis, la Russie, la Chine et l'Iran navigueront-ils dans un monde où les anciens mécanismes de dissuasion ne tiennent plus? Ce sont les défis déterminants de notre époque. Les réponses se forgent en ce moment même dans les couloirs du pouvoir à Téhéran, Moscou et Pékin. La réalité structurelle de ce qui s'est produit au cours des 14 dernières heures témoigne du fait que nous sommes passés au-delà de l'ère de la guerre hybride théorique pour entrer dans une période de restructuration stratégique hautement cinétique. Lorsque nous examinons les cibles précises choisies, les pôles logistiques, les centres de distribution de carburant, les nœuds d'évacuation médicale, nous voyons une tentative délibérée non seulement de gagner une bataille, mais de démanteler la possibilité même d'une reprise. En frappant les centres de contrôle de distribution des munitions et les plateformes de gestion du transport au même moment où la direction était neutralisée, les attaquants ont fait en sorte que le muscle de l'IDF dans le Nord commence presque immédiatement à s'atrophier. Un soldat sans commandant est un problème. Un soldat sans commandant, sans carburant et sans moyens d'évacuer les blessés est une catastrophe. C'est le modèle de guerre par défaillance en cascade, où la destruction de quelques nœuds clés entraîne l'effondrement de tout le système. De plus, nous devons aborder la dimension psychologique de cette frappe. L'IDF a longtemps cultivé une image d'invincibilité technologique et opérationnelle, particulièrement dans son secteur nord. Cette image a été brisée en exactement 11 minutes. La vitesse de la destruction est une arme psychologique en soi, conçue pour signaler à la fois au public israélien et à la communauté internationale que les anciennes règles d'engagement sont mortes. La désignation Satan II du Sarmat n'est pas seulement une étiquette de l'OTAN, elle porte un poids de terreur existentielle qui a maintenant été introduit dans le théâtre régional. En choisissant cette arme, les planificateurs de la frappe envoyaient le message qu'ils sont prêts à agir au niveau les plus élevés de l'échelle d'escalade.
Le silence des États-Unis est aussi un signal aux autres membres de l'axe de la résistance. Il leur indique que le seuil d'intervention américaine est beaucoup plus élevé qu'on ne le pensait auparavant. Cela mènera probablement à une augmentation des actions affirmées sur d'autres fronts, puisque le risque perçu d'une réponse militaire décisive des États-Unis a été abaissé. Nous verrons probablement un changement dans le comportement des acteurs maritimes en mer Rouge, des groupes de milices en Irak et en Syrie, ainsi que des mouvements politiques à travers le Levant. Ils regardent tous les mêmes podiums vides à Washington et tirent les mêmes conclusions. Des podiums vides sont déjà assez dangereux. Y ajouter une certitude à la Trump sans stratégie ne ferait que rendre le silence plus assourdissant. En dernière analyse, nous sommes devant un coup de maître d'ingénierie géopolitique. L'Iran a réussi à neutraliser sa menace militaire la plus directe dans le Nord, à démontrer son statut de puissance militaire de premier rang et à exposer les limites du parapluie de sécurité américain, le tout en une seule matinée coordonnée. La relation russo-iranienne est passée d'un rapport de convenance à une synergie stratégique profonde. Il ne s'agit plus de simple vente d'armes. Il s'agit d'une vision commune d'un monde où l'influence américaine devient une note de bas de page historique. Les 6 ogives qui ont frappé Israël ont laissé un cratère permanent dans l'ancien ordre mondial. La question n'est plus de savoir si les choses vont changer, mais comment nous survivrons au changement qui est déjà arrivé. La transition d'un monde unipolaire à un monde multipolaire est souvent décrite comme un processus lent et laborieux. Mais comme nous l'avons vu aujourd'hui, elle peut aussi se produire à la vitesse d'un véhicule de rentrée hypersonique. Les décisions prises au cours des prochaines semaines détermineront la forme du prochain siècle. Merci de nous avoir suivis. Pour ne rien manquer de l'actualité, abonnez-vous aux Nouvelles du Continent et activez la cloche. À très vite pour un prochain décryptage